Bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent et merci à ceux qui sont restés avec nous de rester avec nous. Donc on va continuer notre exploration de démarches d'innovation ou de changement d'échelle ou de recherche d'impact. On va écouter trois nouveaux acteurs, trois entreprises qui chacune à leur façon ont accéléré ou changé d'échelle dans leur démarche. On va commencer avec le témoignage de Laurence Bror, qui est Health and Wellbeing Market Activation Leader pour Kellogg's France et qui va nous parler de la manière dont Kellogg's France a changé d'échelle, justement. Bonjour à toutes et à tous. Alors écoutez, moi je suis très contente de pouvoir partager avec vous mon expérience assez, on va dire, relativement récente, puisqu'en fait j'ai pris ces fonctions il y a exactement un an, après avoir passé plus de 10 ans au sein du groupe Kellogg's. Je remercie aussi LinkUp, toute l'équipe de LinkUp qui nous accompagne, mais qui nous donne aussi la possibilité aujourd'hui de partager cette expérience avec vous. Voilà, donc concernant le groupe Kellogg's, alors c'est vrai que je pense que tous les gens dans cette salle connaissent bien nos marques historiques du petit déjeuner, des céréales du petit déjeuner. Donc on est leader sur les céréales pour petit déjeuner au niveau mondial. Ce qui est peut-être un petit peu moins connu, c'est qu'on est numéro 2 sur le snacking salé, notamment avec la marque Pringles, qui a été rachetée par le groupe en 2012. C'est 33 000 collaborateurs dans le monde. C'est une entreprise américaine qui a plus de 100 ans et qui s'est implantée en France en 1968. Et donc aujourd'hui, on a une équipe en France de 180 collaborateurs. Voilà pour une présentation, on va dire, rapide de l'entreprise. Aujourd'hui, moi, je suis très contente de pouvoir partager avec vous cette expérience de changement d'échelle, parce que c'est vrai que c'est un groupe Kellogg's qui est engagé depuis ses débuts. On a un fondateur qui était très visionnaire, pour qui travailler au sein d'un écosystème et faire progresser les consommateurs vers une alimentation, on va dire, plus durable et avec un impact positif sur la santé, c'était vraiment au cœur de la création de l'entreprise. C'est vrai que quand on est une filiale française d'un groupe international, c'est pas toujours forcément très évident, on va dire, de partager les engagements qui sont pris au niveau mondial pour que ça puisse faire écho et résonance dans un certain nombre de marchés, et notamment en France. Comme on a pu le voir pour ceux qui étaient là au début du cycle de conférences, c'est vrai qu'on sait que les Français sont très en avance et très demandeurs sur ces sujets, que ce marché français est un peu à la pointe des attentes. On le voit dans les résultats qui ont été présentés par Ipsos, mais on le voit aussi par la mise en place d'une convention citoyenne sur la question climatique. Donc c'est vrai que ce n'est pas forcément évident de trouver cette résonance. Donc ce qu'on a imaginé, moi, quand j'ai repris ces fonctions il y a plus d'1 an, donc il n'y avait personne qui était en charge de la RSE. On était plutôt sur un déploiement des grands engagements du groupe par une équipe de communication qui le faisait très bien par ailleurs, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas forcément une dynamique, on va dire, très ancrée dans ces attentes particulières des Français. Donc la première chose qu'on a mis en place avec l'équipe de direction française qui était extrêmement motivée sur ces sujets, qui avait bien compris aussi que c'était des sujets qui étaient extrêmement importants et qu'on avait besoin d'un socle très fort et fondateur sur ces aspects-là, c'est qu'on a travaillé à les rendre plus accessibles et plus parlants à nos consommateurs français. Et donc, on a lancé un programme qui reprenait les engagements au niveau mondial, mais qui rajoutait aussi des actions qui touchaient plus et qui collaient plus aux attentes de nos consommateurs français. Donc, ce programme, on l'a intitulé « Cultivons la simplicité ». Alors, il faut que je passe les
slide, voilà. Donc on l'a intitulé Cultivons la simplicité, et ça nous a permis finalement de créer une connexion entre ces engagements, on va dire, très mondiaux, d'un groupe américain un peu éloigné de l'autre côté de l'océan Atlantique, et de raccrocher un petit peu cette connexion. Donc on a repris la parole en janvier. Donc c'était quelque chose aussi qui était, je dirais, qui s'était un petit peu perdu au sein de notre culture d'entreprise. C'est-à-dire qu'on avait des engagements mondiaux assez forts, une feuille de route très claire sur laquelle on avançait. Et puis, ils n'étaient pas toujours forcément connus et on ne les faisait pas vivre au travers de nos marques. Donc, par le lancement de ce programme et en travaillant sur un certain nombre de piliers, donc 3 piliers, ça nous permettait de raconter ces engagements et de les faire connaître d'une manière beaucoup plus simple et accessible. Donc on a travaillé sur une démarche à 3 piliers. Un pilier qui concernait tout l'impact par rapport à notre impact sur l'environnement, avec une démarche qui pouvait aller sur la traduction d'engagements qui visent à réduire nos émissions à gaz à effet de serre, mais ça va jusqu'à travailler les packaging et travailler avec les parties prenantes locales, dont par exemple Citeo, pour faire en sorte que les projets de recherche et développement concernant le packaging soient bien en phase, on va dire, avec tout l'écosystème local. Donc ça, c'est un exemple. Il y a un autre pilier sur lequel on a beaucoup travaillé, qui est un pilier tourné vers la nutrition. Alors ça, on a travaillé historiquement sur cet aspect-là d'une manière très forte depuis de nombreuses années. On s'est engagé au niveau local en travaillant en mettant en place une charte d'amélioration nutritionnelle dans le cadre du plan national nutrition santé, où on a fait des efforts considérables d'amélioration nutritionnelle. On a poursuivi en continuant à travailler nos recettes, mais c'est vrai que, je dirais, le cadre réglementaire nous contraignait un petit peu sur ces aspects-là. Et il nous a paru essentiel, à un moment donné, d'aller vers une notion de répondre aux attentes de transparence et de s'engager dans une démarche volontaire d'apposer le Nutri-Score sur l'ensemble de nos produits. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'acteurs qui se sont engagés et il y a une vraie dynamique très forte qui est née en France. Néanmoins, quand je suis arrivée à ce poste, c'est vrai qu'il y a un an... essayer de se dire que le groupe allait s'engager aussi rapidement dans cette démarche alors qu'on est sur une organisation avec des recettes européennes, des emballages et une distribution de supply chain aussi européenne, ce n'était pas forcément gagné. Et ce qui a été assez incroyable dans cette aventure, c'est qu'il y avait une très forte conviction de notre équipe de direction France. Et il y avait aussi, on va dire, au sein de la société, au niveau de l'équipe européenne, des personnes qui étaient très engagés sur ces sujets et qui nous ont aidés à convaincre au plus haut niveau de l'entreprise, puisque c'est une décision qui a été prise par notre CEO au monde, Steve Kalian. Donc ça a été vraiment une façon de montrer aussi sur un engagement de transparence jusqu'où on peut aller et jusqu'où on peut convaincre au plus haut niveau de l'entreprise d'aller sur une démarche locale sur laquelle on souhaite qu'elle continue et qu'elle grandisse. Le troisième aspect, une autre illustration de ce changement d'échelle, c'est aussi... on est reparti des attentes des consommateurs et on sait que les consommateurs français sont très attachés au monde agricole. Alors, on a quand même, en tant que groupe international, une politique responsable au niveau mondial. Notamment, on s'était engagé à ce que nos 10 ingrédients principaux soient sourcés d'une manière responsable. Donc ça, on avance sur cette feuille de route. D'ici la fin de l'année, ce sera le cas. Et on a même poussé le curseur à se dire qu'on irait jusqu'à 30 ingrédients qui seraient sourcés d'une manière responsable d'ici 2030. Donc ça, on est en train de continuer à travailler. Après, il nous a paru aussi important de se dire, au-delà d'un certain nombre d'ingrédients dont une partie de l'approvisionnement se fait déjà en France, qu'est-ce qu'on pourrait faire et comment on pourrait aller un cran plus loin dans cette démarche. Et c'est ce que je suis en train, en fait, c'est un projet sur lequel je suis en train de travailler. Donc ce sont des temps, on va dire, un petit peu plus longs qu'on peut imaginer, puisque on a réussi à commencer l'approvisionnement en riz
de Camargue, donc avec une coopérative d'une centaine d'agriculteurs, depuis février. Donc ça a été un processus qui a duré une petite année, puisque on doit mettre en place un certain nombre de tests sur choisir des variétés, s'assurer effectivement qu'on a un volume de riz qui va pouvoir matcher avec le volume de production qu'on peut avoir. Donc c'est tout un processus. Donc il a abouti aujourd'hui, on a commencé l'approvisionnement en riz de Camargue pour nos céréales Coco Pops originales et pour Rice Krispies, qui sont des céréales de riz soufflées et chocolatées pour Coco Pops. Et ça représente aujourd'hui 5% du volume des approvisionnements en riz pour l'ensemble de l'Europe, sachant que le reste du riz est acheté en Europe, en Espagne et en Italie. Et le projet sur lequel je travaille aujourd'hui, c'est un projet où on a envie d'accompagner l'ensemble de ces agriculteurs vers des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Alors c'est vrai qu'ils sont déjà dans une région... la Camargue, réserve de la biosphère, avec un certain nombre un cadre très fort pour préserver ce juste équilibre entre les pratiques humaines et, je dirais, la préservation de la biodiversité. Néanmoins, on s'est dit qu'ils avaient peut-être probablement besoin aussi qu'on les soutienne pour aller vers une démarche qui intègrent l'impact potentiel du changement climatique dans leurs pratiques. Peut-être qu'ils avaient besoin de soutien pour avancer sur un certain nombre de pratiques agricoles qui pourraient les aider à la fois à utiliser moins d'intrants ou gagner en productivité. Et donc, on a engagé en fait le dialogue avant l'été. Donc c'est tout très très récent et je suis très contente de pouvoir en parler aujourd'hui. Donc on a engagé le dialogue avec les différentes parties prenantes en local, donc à savoir notre fournisseur, Soufflet Alimentaire, mais aussi la coopérative agricole Artéris. Et on a invité aussi autour de la table le Centre français du riz, donc qui est un organisme qui permet de sélectionner différentes variétés de riz et d'observer et de voir si ces variétés vont pouvoir être adaptées au climat de la Camargue et voir aussi si ça peut fonctionner d'un point de vue productivité. Et on envisage aussi d'intégrer dans notre réflexion un certain nombre d'acteurs. Voilà, je ne vais pas tout vous livrer aujourd'hui. J'espère que j'aurai le plaisir de revenir l'année prochaine à Produrable pour vous faire un point d'étape. Voilà. Je n'ai même pas passé mes petites photos. Voilà. On va terminer sur une visite. Voilà. Et un changement d'échelle alors du global au local. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des questions pour Laurence ? Est-ce qu'il y a des réflexions au niveau des emballages ? Alors tout à fait. On a un objectif mondial d'ici 2025 d'avoir l'ensemble de nos emballages qui soient soit recyclables, soit compostables, soit réutilisables. Et on a très clairement, comme je vous l'ai dit, on est structuré d'un point de vue européen, avec des recettes européennes et des séries de produits européens. Donc on a toute une feuille de route sur l'emballage. Après, c'est vrai que la majeure partie de nos emballages sont composés de cartons recyclés, qui contiennent une grosse partie de fibres de carton recyclées. Et à l'échelle de la France, on a 90% des matières premières qu'on utilise dans nos emballages qui sont du carton, donc recyclables. Voilà. Et le 10% correspond aux emballages plastiques à l'intérieur des boîtes, sur lesquels on a déjà travaillé à réduire l'épaisseur. Donc là, on est arrivé à quelque chose de très... je veux dire, d'incompressible. Et donc, on est en train de réfléchir à l'étape d'après, qui est de se dire comment est-ce qu'on peut les rendre plus recyclables en travaillant aussi l'ensemble des filières dans les différents marchés européens. Voilà. Il y a des réflexions sur les partenariats retail industriels comme vous vers le vrac ?
Alors tout à fait, ça c'est aussi une spécificité de nos consommateurs français. Donc c'est quelque chose qui est en train de prendre de l'ampleur. Et aujourd'hui, on a un test qui a commencé chez un de nos distributeurs en partenariat, voilà, sur lequel on a envie voilà, d'avoir bientôt les résultats pour pouvoir progresser et continuer. Parce que c'est vrai que c'est un métier qui est un peu différent, avec des contraintes différentes. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage très intéressant. Alors tout à l'heure, on a parlé de consommateurs qui veulent reprendre le contrôle de leur consommation, faire les choix en conscience et en connaissance. Et donc on va explorer ce sujet avec Rim Trabelsi, qui est donc la cofondatrice de Clear Fashion. Bonjour à tous. Donc oui, je suis Rim Trabelsi, je suis la cofondatrice de Clear Fashion. Alors, on a parlé de l'alimentaire, là on va parler du sujet de la mode, donc de l'impact de la mode. Avec mon associée Marguerite, on a créé Clear Fashion parce que le secteur de la mode, c'est un secteur très impactant et dans lequel il y a énormément de problématiques sociales. Aujourd'hui, par exemple, on parle du travail forcé des Ouïghours, des problèmes environnementaux, et il y a aussi des problèmes de bien-être animal ou de santé. Et nous, notre rôle chez Clear Fashion, c'est d'apporter justement plus de transparence dans ce secteur. Et ainsi, grâce à l'information qu'on peut apporter aux consommateurs, leur donner le pouvoir en fait, de faire des choix qui soient responsables. Alors pourquoi on a créé Clear Fashion? En fait, avec mon associé, on est issu on est ingénieur agronome, donc on n'est pas dans la mode, on n'est pas dans l'entrepreneuriat ni dans le digital. Simplement, nous, on est convaincus que les consommateurs ont un rôle pour faire changer les choses. Et le problème qu'on a rencontré, c'est que les consommateurs manquent d'informations pour faire les bons choix. Les seules informations qu'on a en fait dans le secteur de la mode, c'est le made in, qui en fait finalement veut pas dire grand chose puisque les étapes de production sont trop grandes. Et on va avoir la composition, mais finalement personne ne sait vraiment ce qu'il y a derrière le coton, quel est son impact. Il y a certaines matières qui ne sont pas non plus comprises des consommateurs, comme le lyocell, la viscose, etc. C'est pour ça que donc on a créé Clear Fashion. Donc pour j'arrive pas, je vais y arriver. Ah, je suis désolée, je vois que PowerPoint bug. Ah, c'est bon. Bon. Donc, pour justement informer les consommateurs, l'idée, c'est d'avoir de l'information qui soit simplifiée, mais tout en gardant une information qui puisse être la plus précise possible pour les consommateurs, qui puisse aussi permettre aux consommateurs de comparer les marques entre elles, les vêtements entre eux. Donc, l'idée, c'est aussi d'avoir une information qui soit très objective. Je suis navrée, hein, ça bug encore. Je sais pas... ça va mettre un peu de temps, je pense. Donc, bon, je continue. Donc, l'application, elle a été lancée en septembre 2019, donc ça fait bientôt un an. Et on a aujourd'hui 4 fonctionnalités. La première, elle permet en fait tout simplement de mettre le nom de la marque qu'on recherche et on obtient les notes sur les 4 thématiques d'impact, donc qui sont l'environnement, la santé, le bien-être animal et les conditions de travail. On peut aussi permettre aux utilisateurs de découvrir les lieux de production. Ensuite, on permet aussi aux consommateurs de comparer des vêtements entre eux, donc sur les mêmes critères. Là, pour le coup, il faut prendre en photo l'étiquette de composition. Bientôt, on pourra aussi scanner les codes barres. Ça sera lancé en octobre. Et on permet aussi aux utilisateurs de découvrir les marques les mieux notées grâce à notre top marque. L'application, elle permet de s'informer et elle permet aussi de s'engager puisque les utilisateurs peuvent demander à des marques d'être plus transparentes. Donc depuis le lancement, on a eu plus de 250 000 requêtes pour demander à ce que les marques soient plus transparentes. Ça correspond à peu près à 3 000 marques en France. Rapidement, je ne vais pas aller trop dans le détail, mais rapidement, vous devez vous demander comment est-ce qu'on évalue. Donc la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a identifié qu'est-ce que voulait dire vraiment en fait une marque éco-responsable. On a demandé donc aux consommateurs quels étaient les critères qu'ils souhaitaient avoir pour justement
intégrer le critère éco-responsabilité dans leurs achats. Les 4 thématiques, donc c'est l'environnement, les conditions de travail, la santé et les animaux. Ce qu'on a fait, c'est tout simplement on est allé contacter des experts du secteur qui ont développé des méthodologies pour analyser les différentes thématiques, enfin l'impact des différentes thématiques. Donc par exemple, ça va être l'ADEME, ça va être Anne Perwald, par exemple, de l'ENSET, qui travaillait sur des questions de toxicité, etc. Et il arrive aussi qu'on crée nous-mêmes, qu'on développe, on fasse de la R&D en fait pour développer notre propre méthodologie quand elle n'existe pas. Donc on a un crédit impôt recherche en fait. Ensuite, une fois qu'on a créé la méthodologie, donc la méthodologie, on va dire, c'est le barème, il faut avoir des données pour les analyser. Les données, c'est quoi? C'est en fait des informations sur les pratiques des marques. Et nous, on a 2 méthodes pour ça. Donc la première, c'est qu'on va nous-mêmes, en fonction de la demande des consommateurs sur certaines marques, plus elles sont demandées, plus nous, on s'engage à les évaluer, que les marques le veuillent ou non, en fait, puisque notre rôle, c'est vraiment d'apporter de l'information aux consommateurs. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va aller rechercher de l'information sur les pratiques des marques qui sont très demandées et on va les évaluer. On est fair play, donc en fait on envoie tout le temps les informations aux marques et on leur laisse un délai de réponse. Et elles peuvent à tout moment bien sûr revenir vers nous et c'est gratuit, donc voilà. Et du coup le deuxième chemin, c'est quand les marques nous contactent d'elles-mêmes dans une démarche volontaire pour justement s'évaluer. Ensuite nous en fait ce qu'on va leur demander pour le coup là, c'est qu'elles fassent des déclarations et qu'elle les associe systématiquement avec des preuves. On va faire un contrôle et ensuite c'est analysé par notre algorithme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'évaluation, elle est tout le temps la même pour chacune des marques. Il n'y a pas de subjectivité et ça permet aussi aux consommateurs de comparer les marques entre elles sous les mêmes critères, en fait. Aujourd'hui, donc, on a évalué plus de 220 marques sur l'application. Il y a une marque sur 2 qui contribue, donc ça veut dire qu'il y a quand même, on a réussi à convaincre une marque sur 2 à participer, à partager ces informations sur ces pratiques, que ce soit en termes de conception, de production, de distribution, de contrôle aussi. Et on est très fiers de ça parce qu'on a réussi à convaincre des très grandes marques internationales comme des marques DNVB, des marques de luxe. Donc ça montre que le sujet de la mode responsable n'est pas juste un sujet de niche, en fait c'est un sujet qui peut toucher à l'ensemble des marques et du secteur. Et donc ça, on va continuer à avancer là-dessus puisque notre objectif, c'est d'évaluer le maximum de marques qui sont demandées par les utilisateurs. Je voulais rapidement vous faire un petit extrait du bilan d'impact qu'on a réalisé cet été, puisque ça fait bientôt 1 an qu'on est lancé. Le dossier sera diffusé le 24 septembre, mais en attendant, je vous donne quelques chiffres. Donc auprès des consommateurs, déjà, on est très fiers puisque, en fait, la plupart des gens pensent que le fait de consommer mieux, c'est pour des personnes plus aisées, CSP++, etc. Ce qu'on peut voir, en fait, c'est qu'on a réussi à démocratiser le consommer mieux, puisque, en fait, on touche à tous les âges, comme vous pouvez le voir sur le premier diagramme, avec quand même une majorité de même 16-34 ans, mais on voit qu'il y a quand même différents types de consommateurs de toutes les tranches d'âge. Et on voit aussi que donc c'est pas réservé qu'aux personnes qui ont de l'argent ou beaucoup d'argent, puisque comme encore vous pouvez le voir, on touche à tous les budgets et en fait notre plus gros budget c'est des personnes qui ont moins de 800 € puisque c'est beaucoup d'étudiants. Donc ça montre que l'information pour mieux consommer, ça n'a pas de prix finalement et que tout le monde peut essayer de mieux choisir plus éco-responsable. On voit aussi que Clear Fashion est utilisé pour redonner le pouvoir aux consommateurs. Donc les consommateurs l'utilisent en majorité pour comparer les marques entre elles, pour découvrir des marques qui soient éco-responsables, donc bien notées chez nous, pour demander plus de transparence aux marques. Donc il y a vraiment une personne sur 2 qui va sur l'application pour ça. Et aussi pour en savoir plus sur les lieux de production. Ça, c'est une fonctionnalité qu'on a lancée en mai et qui marche très bien puisque jusqu'à présent, il y avait très peu d'informations sur les lieux de production des marques. Donc on voit aussi que l'application, c'est aussi un outil qui permet aux consommateurs de sensibiliser leurs proches aux impacts du secteur, puisque
Auparavant, il y avait très peu d'informations, et là, en fait, ils se basent sur des informations qui sont objectives. Du point de vue des marques, là, on est très content aussi, puisque 71% des grandes marques disent que Clear Fashion, déjà, premièrement, a permis une prise de conscience au sein de leurs effectifs. Donc ça, c'est assez incroyable pour nous, puisque du coup, vraiment, c'est un des premiers retours qu'on a dès la participation d'une marque. C'est que même si la marque n'est pas forcément très, très bien notée, il y a une fierté au sein de l'entreprise qui est, en fait, où les employés sont fiers d'être dans une marque qui s'engage. Et ça motive les équipes, ça motive la direction aussi. Ensuite, on voit que c'est le même chiffre, c'est étonnant, mais c'est comme ça. On voit que, en fait, ça a permis aussi aux marques de faire un état des lieux, puisqu'en fait, on pose beaucoup de questions. Notre formulaire est quand même assez vaste. On pose beaucoup de questions sur toutes les étapes de production, conception, production, etc. Mais au moins, ça permet de faire un état des lieux vraiment global de la situation à un temps T au sein d'une marque. Et en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de marques qui n'avaient jamais vraiment fait ça auparavant. Ça peut nécessiter chez certaines marques en fait de faire de la gestion de projet, puisque elles n'ont pas l'habitude en fait d'échanger, de centraliser les informations des différents métiers, des achats, du design, etc. Et donc ça, c'est pareil, ça motive déjà, enfin un état des lieux, ça permet de savoir où est-ce qu'on en est et de mettre en place un plan d'action. Et on voit aussi que le fait de participer chez Clear Fashion, dans le temps, en fait, on voit que les marques s'engagent, puisque les marques référencées depuis plus de 6 mois, on a 69% qui, justement, ont commencé déjà à repenser leur processus de production. Donc, ils posent plus de questions, justement, à leurs fournisseurs, sur leurs pratiques, sur leurs certifications, etc. Ils vont plus les auditer aussi. Et ils vont, certains, là on voit qu'il y a une personne qui a dit qu'ils étaient en train de développer un nouveau modèle de production, notamment de gestion de stock, puisqu'ils étaient notés sur Clear Fashion sur ça, et que du coup il fallait qu'ils s'améliorent. Donc c'est un extrait, mais je vous invite à nous suivre, à télécharger l'application, comme ça vous pourrez recevoir l'étude complète, qui est beaucoup plus détaillée, où on dit vraiment l'ensemble des métiers que ça concerne, et qui est très encourageante pour l'avenir de la mode. Voilà, donc n'hésitez pas à venir me voir si vous avez des questions. Oui. Ok. Alors, on note au niveau marque et on note au niveau vêtements aussi. Aujourd'hui, on ne fait pas de maroquinerie, pas de chaussures. On note au niveau niveau marque et niveau vêtements. Niveau vêtements. Une marque est obligée de se faire évaluer au niveau marque déjà, puisqu'en fait c'est là où nous on va pouvoir avoir certaines informations sur par exemple la quantité de matière, le pourcentage de matière naturelle par exemple ou bio au sein des achats au global. Donc c'est pour nous très important de voir l'impact de la marque dans sa stratégie au global, et en plus elle peut participer en nous apportant des données au niveau du vêtement. En fait, par défaut, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va permettre aux utilisateurs d'analyser la composition, de mettre s'il y a des labels sur un vêtement donné, et ensuite, on va utiliser les informations au niveau de la marque pour renseigner les consommateurs. Mais justement, à partir de octobre, nous, en fait, on a déjà reçu plus de 25 bases de données produits des marques qui là vont dire justement quelles sont pour chacune des références produits, la composition, les fournisseurs, etc. Voilà, donc il y a 2 niveaux de détail, oui, en effet. Et sur la deuxième question, donc l'application elle est gratuite aux consommateurs. Le fait de se faire évaluer, donc d'apporter des données au sein de notre plateforme, c'est gratuit aussi, puisqu'en fait on veut pas avoir de conflit d'intérêts, on veut pas avoir à négocier sur ce qui doit être affiché, sur la manière dont on évalue. Et en fait le modèle économique qu'on a
identifié, c'est que on avait de plus en plus de marques qui souhaitaient, par fierté, en fait, communiquer leur score. Et là, nous, on a trouvé que c'était intéressant parce que d'un point de vue de notre mission, déjà, ça permet d'informer les consommateurs. Et en plus de ça, ça permet aux marques, en fait, de valoriser leur démarche, que ce soit au niveau de la marque, donc leur engagement pour plus de transparence, le fait qu'elle se soit fait évaluer, mais aussi d'étiqueter, par exemple, leurs produits. Et ce qu'on vend, c'est donc simplement une licence qui permet d'utiliser les notes qu'il y a sur Clear Fashion, de citer Clear Fashion. Donc en fait, lorsqu'on utilise les notes à des fins commerciales ou à des fins de merchandising, c'est payant. Ah non, il n'y a pas de... on présente une société qui propose un service qui nous semble intéressant pour les consommateurs. C'est le principe de la factory des idées, les nouvelles idées émergentes. On connaît bien un peu Paris Tech et tout ce qui est essaimé par la Fondation Paris Tech. Et le projet de RIM, on l'a suivi, on a discuté avec elle, on a trouvé intéressant de partager ce point de vue. C'est le cas de l'interlocuteur suivant aussi, qu'on a découvert un matin en écoutant la radio, et vous allez voir, on a trouvé formidable ce qui était fait. Donc on ne travaille pas avec eux, mais en tout cas, c'est formidable. Voilà. Maintenant, on trouve que ce que font nos clients est formidable aussi. Merci beaucoup. Alors justement, on va parler encore un peu textile, mais de ce qui se passe après, la fin de vie, avec Olivier. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité. Effectivement, je ne fais pas partie de Link Up Factory, mais c'est avec grand plaisir que j'interviens avec vous aujourd'hui. Donc c'est vraiment un très grand intérêt. J'ai pris mes petits cadeaux. Bien, donc nous on a fondé Plaquesteel il y a un peu plus d'1 an. Plaquesteel avait pour un objectif premier de recycler en fait, ou d'upcycler, comme on dit en bon français, des déchets textiles qui ne sont pas recyclables. Donc c'était une vraie gageure. Voilà. Alors Plaquesteel, qu'est-ce que c'est ? Et on va le faire très très rapidement. Plaquesteel, en fait, c'est une solution pour upcycler les textiles non recyclables en un matériau écologique et recyclable qui remplace les plastiques 100% pétrole. En fait, concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? On prend des déchets textiles, on les transforme grâce à un adjuvant, on ajoute des choses évidemment, et on les transforme en un plastique, donc un polymère innovant, parce qu'en fait c'est un polymère hybride entre un plastique et du textile, d'où Plaquesteel. Voilà, c'était la petite finesse du jeu de mots. En fait, l'intérêt de ça, c'est que dans le monde, il faut savoir que chaque année, il y a 100 millions de tonnes de textiles qui finissent jetés ou broyés, enfouis, broyés ou incinérés. Donc c'est du déchet ultime, 100 millions de tonnes dans le monde, chaque année. Et avec les histoires de fast fashion et de mode qui s'accentuent de plus en plus rapidement, on a tendance à vraiment augmenter la dose de déchets finaux de façon, là aussi, exponentielle. Il n'existe pas, à l'heure actuelle, de mode de recyclage des textiles quand il y a des mélanges. Sauf qu'aujourd'hui, quand vous portez une chemise ou un t-shirt, c'est rare finalement que le t-shirt ou la chemise soit composé de 100% coton ou 100% synthétique et du même synthétique. Quand c'est le cas, on sait recycler à peu près. C'est-à-dire qu'avec un 100% coton, on sait refaire pratiquement un fil de coton qui va resservir à faire du coton recyclé et donc des textiles recyclés. Pareil pour des synthétiques. Quand c'est 100% synthétique avec le même synthétique, on est capable de refaire un fil. Et donc, par contre, dès que c'est un 99% coton, 1% élastane, c'est mort. Ou 99% synthétique, 1% polyamide, d'autres, c'est mort aussi. Et donc tous ces tissus, tous ces mélanges sont absolument pas recyclables. Et nous, en fait, avec notre idée, on transforme ces textiles pour en faire un plastique qui lui-même va être recyclable. Alors, derrière ça, on a 3 valeurs fortes qui ont dicté, en fait, qui dictent notre développement. Première idée, c'est qu'on est circulaire. Alors,
la circularité, on la voit comme ça. L'émetteur du déchet va réutiliser la matière recyclée. Ça peut paraître simple, sauf que quand on le met en pratique, c'est très compliqué. Exemple, je suis industriel textile, ou je suis metteur en marché textile. Qu'est-ce que je vais faire d'avoir une matière plastique? C'est pas mon métier, c'est pas mon intérêt, c'est pas voilà. Donc il faut trouver un usage. Et donc on trouve des usages avec nos clients. Par exemple, je suis metteur en marché textile. J'émets évidemment du déchet textile, puisque les vêtements que je vends vont vite se retrouver à la poubelle ou non portés. Il faut savoir qu'en France, de mémoire, 70% d'un vestiaire en moyenne n'est pas utilisé. C'est-à-dire que 70% des vêtements qui sont dans le placard, on ne les met jamais, quoi. Et donc ces gens-là, metteurs en marché industriel, il faut qu'ils trouvent des usages. Donc, on en trouve, je vais vous en donner un tout simple. On devrait rapidement communiquer maintenant avec un metteur en marché textile, avec une marque, autour du recyclage de vêtements qui seront faits dans les enseignes. Ces vêtements, on va les transformer en plaque-style, évidemment. On va les injecter dans des cintres qui vont être réutilisés dans le magasin et qui eux-mêmes vont remplacer des cintres qui ne sont pas éco-conçus et qui ne sont pas recyclables parce qu'ils ont 2 ou 3 matières, dont le crochet, le fameux crochet en fer et l'anti-glissement qui est en caoutchouc, qui fait que derrière, ces cintres-là ne sont pas recyclables. Or, nous, les cintres, évidemment, en plaque-style, vont être recyclables. Et en plus, dans une chaîne qui est une chaîne fermée, puisque ça restera dans les magasins, donc chaque fois qu'ils casseront un cintre, nous, on le récupérera pour le réinjecter en cintre. Voilà. D'où l'idée du cercle circulaire vertueux qui fait que c'est plutôt comme ça qu'on voit la chose. Deuxième valeur, c'est l'écologie. Évidemment, on part d'un déchet qui est un déchet ultime aujourd'hui et on le transforme en une matière qui devient recyclable. C'est un peu comme du papier recyclé, je dis toujours. L'intérêt aussi de notre matière, c'est que c'est un polymère hybride et donc ça se voit. C'est-à-dire que c'est pas... Alors ça, voyez-vous, c'est quelque chose en plasturgie qui est absolument iconoclaste. Un plasturgiste, parce que c'est à l'origine un peu notre monde, il faut que ce soit tout parfait. Il faut que ce soit l'aspect le plus parfait, la densité la plus parfaite, etc., etc. Nous, par définition, on va faire une matière avec une matière hétérogène. Par contre, pour l'usage de cette matière, ça n'a finalement que très peu d'intérêt. C'est-à-dire qu'un cintre, que vous le fassiez en polystyrène pur, avec un crochet métallique, ou en plaque-style 100%, l'usage sera exactement le même, sauf que l'impact environnemental n'aura plus rien à voir. Troisième valeur fondamentale, c'est la solidarité. En fait, dans le monde du recyclage textile, évidemment, il y a toute une chaîne de travail et d'économie sociale solidaire qui vit grâce à ce recyclage-là. Et donc nous, on s'appuie là-dessus, on s'appuie sur cette chaîne, évidemment, pour tout l'amont. Mais en plus, dans notre modèle économique, on crée dans notre schéma de production, en fait, on va créer des entités, des ateliers d'insertion, en fait, qui vont travailler dans notre usine industrielle, ce qui est assez novateur, parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que dans l'économie sociale et solidaire, on est toujours sur des logiques de métiers très simples, du tri, du nettoyage, des choses comme ça, alors que là, on est vraiment dans une logique industrielle, avec une vraie évolution des personnes, voire même pour arriver jusqu'à des CQP, des contrats de qualification professionnelle à ces personnes. Donc on rentre vraiment, nous, ce qu'on souhaite faire, rentrer vraiment ces personnes dans une vraie dynamique de l'emploi durable. D'où nos 3 valeurs. Voilà, textile, circulaire, écologique et solidaire. Et c'est là-dessus qu'on se développe et qu'on travaille depuis 1 an et demi. Enfin, 1 an maintenant, pardon, pas 1 an et demi. Voilà, donc on était plutôt sur une dynamique, je vais dire, assez sympathique, assez cohérente. Et puis est arrivé le confinement, qui nous a un peu arrêtés, forcément. Et puis le déconfinement, qui là, pour le coup, nous a fait poser des questions quand même, parce qu'on s'est dit, mais c'est incroyable, tout le monde va porter des masques, tout le monde va porter des masques à usage unique, qui sont des produits certes efficaces et indispensables dans le cas de la pandémie et de la crise sanitaire, mais par contre, par rapport à une logique écologique, on se dit, ça c'est quand même un peu bizarroïde. Donc on a lancé début juin une opération sur Châtellerault, mais ça passe bien, où on recycle les masques. Voilà. Donc en fait, c'était très simple. On a pris contact avec la collectivité, donc l'agglomération du Grand Châtellerault.
On leur a demandé s'ils étaient intéressés. Bon, ils ne savaient pas trop au début et tout, mais en tout cas, ils nous ont aidés. On a mis en place des bornes de collecte dans Châtellerault, 50 bornes, plutôt dans des pharmacies, des centres commerciaux, des commerces, des cabinets médicaux. On a organisé la collecte et derrière, on a transformé en fait ces masques en une matière qui est aujourd'hui une matière issue de ces masques. Et on les transforme en objets. Donc, qu'est-ce que j'ai amené ? Des visières. Voilà, superbe. Et puis plein d'objets, tout comme ça. Donc en fait, de fait, je vous le montre. C'est simple. On part des masques, on les broie. On va les décontaminer parce qu'il y a toute une logique en fait, de décontamination forte, évidemment, pour qu'il n'y ait aucune logique. Donc en fait, on va les décontaminer avec un tunnel de décontamination ultraviolet qui a été fait avec une start-up qui s'appelle UV Mobi, qui est une start-up parisienne, française, qui est... et non, on est à Châtellerault, si vous voulez, il y a une différence, mais bon. Donc une start-up qui en fait se spécialise dans la décontamination des véhicules partagés, de transport partagé terrestre, les bus, les taxis, les VTC, les trains, et ils mettent en place en fait des espèces de petits plafonniers avec des UV, ce que s'appelle des UV lointains, c'est-à-dire qu'ils décontaminent tout ce qui est sur les vêtements et sur les personnes sans attaquer la peau. Parce qu'une des problématiques des ultraviolets, c'est le côté cancérigène, évidemment. Et en particulier, les nôtres qu'on utilise sont des ultraviolets très très forts, très denses. Donc il est hors de question de les mettre en contact avec la peau ou avec le corps humain. Et donc voilà, donc on a travaillé avec eux, on a mis en place ensemble la partie de décontamination. Et donc on a traité avec eux pour faire cette partie-là. Et depuis fin juin, puisqu'en fait ça nous a pris début juin avec Jean-Marc, mon associé, de mettre en place cette opération, on a à peu près retraité sur Châtellerault 80 000 masques. Et ce qui est une goutte d'eau, 80 000 masques évidemment, puisqu'on parle de millions, voire de dizaines de millions de masques, voire de centaines de millions de masques par semaine, donc en France. Donc 80 000 masques, c'est une goutte d'eau, mais bon, sur Châtellerault, ça fait quand même déjà ça en moins, ce qui va se retrouver dans la nature, dans les rues et puis dans les cours d'eau. Voilà. Je crois que je suis allé vite, mais bon, c'était l'objectif. Voilà. C'était avec plaisir. Après, Oui. Bonjour. Alors, en fait, nous, on a lancé cette expérimentation, je veux dire, un peu comme un cri du cœur, en disant, attendez, tout le monde dit que ces masques, il faut les jeter, il faut les brûler. Et puis, on les retrouvait de partout, dans la rue, de partout. Quand on les brûle, c'est une vraie pollution au CO2 aussi, parce qu'il faut bien voir que des milliards de masques, ça va faire des émissions de CO2 en plus, dont personne ne parle. Mais bon, manifestement, ça pose pas de problème. Nous, ça nous en pose un, en tout cas. Donc, c'est pour ça qu'on a fait ça. Et donc, c'est pour montrer qu'on pouvait recycler cette matière. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a un truc aussi, et je réponds à votre question juste après. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ces masques, en fait, ne sont pas réutilisables. C'est-à-dire ce sont un usage unique, donc la loi dit qu'il faut les jeter. Par contre, la matière qui compose les masques est complètement réutilisable. Elle est complètement recyclable. Et on peut faire des choses avec. C'est ça qu'on voulait montrer. Et qu'il faut la brûler, c'est comme si vous brûliez, je sais pas moi, plein de choses qui peuvent être réusagées, réutilisées. Donc quand on a fait ça, nous on l'a fait un peu pour faire le cri du cœur, pour montrer que c'était possible. On a eu des retours incroyables, en fait, puisqu'on a eu des retours de médias, on est à peu près passé sur toutes les télés, sur toutes les radios. On est interviewé régulièrement, que ce soit Jean-Marc ou moi. Et donc, on a eu énormément de demandes de particuliers, de gens qui disaient « mais est-ce que je peux vous envoyer mes masques ?» On reçoit des masques par courrier, donc c'est moins chouette, mais bon. On a eu des très grandes entreprises du CAC 40 et qui nous ont sollicité pour recycler leurs masques. Donc oui, par rapport à tout ça, et pour répondre à votre question, on réfléchit à comment on va démultiplier l'opération, sachant qu'il faut qu'on trouve un modèle économique, évidemment, sur ces masques. Mais bon, notre modèle reste le modèle circulaire, d'accord ? C'est-à-dire qu'on part du principe que l'entité qui émet le déchet doit réutiliser la matière.
Donc avec les agglomérations, c'est simple, on peut assez facilement démultiplier ce qu'on fait sur Châtellerault, puisque sur Châtellerault, on fait des équipements en protection individuelle, des ouvre-portes, des accroches masques, enfin, plein de choses comme ça. On peut très bien le refaire sur plein d'autres villes, sachant que dans les villes, en fait, ils achètent régulièrement ce genre de produits pour le donner à leurs associations, leur donner à leurs salariés, etc. Donc voilà, c'est très bien qu'il soit fait en Plaquestyle. Et sur les entreprises, en fait, il y a d'autres possibilités. Il y a certaines entreprises qui ont des usages de plastique, donc qui font ou de l'injection elle-même ou qui achètent des plastiques injectés, qui peuvent transformer leur plastique en fait en Plaquestyle. Donc là, pour le coup, on est vraiment dans une logique circulaire. Ou sinon, il y a d'autres entreprises qui rentrent plutôt dans une logique de réutilisation, par exemple des EPI, des choses comme ça, et pour en faire des dons à des associations ou faire des choses comme ça. Donc aujourd'hui, on travaille avec tout ce monde-là. On est un peu submergé de demandes, parce qu'on n'est pas très nombreux non plus, mais dans le même temps, c'est bien, hein, c'est positif. Et moi, je suis assez convaincu que d'ici fin septembre, on aura quand même plusieurs agglomérations qui vont rentrer dans cette belle chaîne très positive, voire quelques grandes entreprises qui vont également travailler avec nous. Voilà. Après, dans une logique plus globale, qui serait une chaîne de recyclage des masques en France, on a rencontré le ministère de l'économie et des finances fin juillet, donc via la direction générale des entreprises. Ils ont une cellule masque à Bercy, il faut savoir, c'est eux qui gèrent tout ça depuis le début. Et donc on leur a présenté notre solution, on leur a présenté ce que nous, on était prêts à faire pour eux, parce qu'en fait, la première question qu'ils nous ont posée, c'est « Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ?» On dit « Non, nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ?» Et donc voilà, donc après ça va peut-être se mettre en place, mais ce sera certainement plus long parce que ce sont des filières nationales, il faut tout monter. Après, moi je pense qu'on peut très bien s'appuyer par exemple sur la filière de recyclage des textiles, hein, qui est aujourd'hui quelque chose qui marche assez bien avec EcoTLC, et puis des gros organismes comme le Relais ou des choses comme ça, qui fonctionnent bien, qui pourraient très bien faire une logique de recyclage. On peut également s'appuyer sur des choses qui existent également en termes de collecte, par exemple tout ce qui est collecte des médicaments et puis des déchets médicaux via les pharmacies qui fonctionnent très bien aussi. Donc il y a des choses qui peuvent être mises en place très rapidement. Nous, on a une capacité industrielle qui n'est pas infinie, mais bon, on peut déjà surdimensionner notre capacité et puis on peut très bien démultiplier les choses via des partenariats ou des choses comme ça. Donc c'est faisable à l'échelle nationale. Merci. Oui. Oui. Non. Alors, en fait, c'est pas du tout une opération chimique, c'est plus une opération mécanique et thermique, on va dire ça comme ça. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que, ce que j'ai pas précisé, c'est qu'il y a certains textiles qu'on travaille, en particulier les textiles post-production, parce qu'il y a ça aussi à travailler. Où on peut faire, où là on a des textiles qui sont des textiles naturels et où on peut faire des polymères complètement naturels. C'est-à-dire le Plaquestyle, si vous voulez, on commence sur des polymères 100% naturels à des polymères 100% synthétiques. Voilà, donc c'est aussi intéressant par rapport à ça. Je pense en particulier à des belles matières comme la soie, comme le lin, comme même le cuir. Aujourd'hui, on est capable de recycler du cuir, où il y a énormément de déchets de coupe et de perte, en fait, et où on est capable de recycler ça, quoi. Voilà. Alors, on pourrait continuer encore. Ça vous écoutez, mais on va laisser la salle. Merci beaucoup. Merci.